Salut tout le monde! Avez-vous hâte au 5 à 7? Yes, moi aussi j'ai hâte. Fait que, on va essayer de faire ça le fun quand même. C'est sûr que c'est un sujet qui est pas si smooth que ça, mais c'est quand même le fun d'en parler parce qu'il y a quand même pas mal tout le monde utilise ça en le sachant ou non. Euh, screen. 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 Attends un peu, là. Ça, je vois pas grand chose d'ici. Si vous pouvez me guider. Oh, t'as peu. Ça doit ressembler à ça. Hein? Damn. OK, c'est mieux comme ça. Yes. Fait que je me présente rapidement. Je viens de Québec. Je m'appelle William Lauzé. Je travaille pour LogMeIn. Au day-to-day, je fais du WebRTC. Je fais de la téléphonie IP, du video conferencing et du mobile, dans le fond. Fait que tout ça dans un app mobile. iOS, Android. Puis c'est ça. Bon, on a bien du fun avec ça. Fait qu'on va en parler rapidement. On commence avec la question WebRTC, c'est quoi? Mais en fait, WebRTC, c'est un projet qui a été open sourcé par Google en 2011. Puis depuis 2011, il y a eu plusieurs itérations. Ils ont travaillé pas mal là-dessus pour arriver avec quelque chose d'un peu plus standard, on pourrait dire ça comme ça, en 2017. Donc, même si c'est standard depuis 2017, il faut savoir que la version 1.0 de WebRTC, ce n'est pas la version qui est nécessairement dans tous les browsers présentement. Vous savez, quand les browsers, c'est long un peu à s'updater. Donc, dès 2017, Firefox, par exemple, ont commencé à implémenter la version 1.0, mais Google sont encore un petit peu en rattrapage avec Chrome, même s'ils sont pas mal derrière WebRTC. Parmi toutes ces années-là aussi, il s'est passé des choses assez le fun. Il y a eu des créations d'organisations aussi là-dedans, notamment une, Alliance for Open Media, qui permet aux développeurs comme nous autres et aux compagnies d'utiliser des codecs gratuits pour l'audio, pour la vidéo, qui n'ont pas de royauté, dans le fond, qui est un bon upgrade. Le codec audio, c'est pas mal réglé, quote-unquote. Il y en a un vraiment efficace qui s'appelle Opus. Niveau codec vidéo, il y a encore du progrès à faire, mais à chaque année, ils release des nouvelles versions puis des nouveaux trucs plus optimaux pour les codecs vidéo. Donc, WebRTC, c'est un paquet d'RFC. Ça fait plusieurs années que les gens travaillent là-dessus, puis ils sont arrivés à faire quelque chose de standardisé. Donc, WebRTC, c'est un standard. Ça regroupe environ 20-22 standards, mais ça permet de pouvoir utiliser WebRTC sur plusieurs plateformes. Le but initial de WebRTC, c'était de faire, comme le nom le dit, un peu real-time communication sur le web, sans l'usage de plugins qu'il fallait installer un peu. Fait qu'on se rappelle, au début de la communication temps réel sur Internet, il fallait tout le temps comme installer un petit tool sur le side pour être capable de faire ça. Puis, leur mission principale, c'était d'enlever ce besoin-là pour pouvoir faire les communications directes dans le browser sans rien d'autre. Puis ensuite, comme c'est un standard, ils ont été capables de l'implémenter aussi sur des plateformes de façon native, Android, iOS et name it, mais techniquement, on peut faire ça partout. Les API principaux sont en C++ et en JavaScript. Donc, WebRTC, c'est où? Là, c'est la petite pub que je fais tous les logos ont la même grosseur. Wink, wink. C'est pour ça que je disais que tout le monde utilise normalement WebRTC en le sachant ou non. Que tu fasses un appel en appelant ta mère avec un FaceTime pour s'informer comment elle va, normalement, c'est pas mal sur toutes les plateformes. Donc, c'est un peu intéressant de savoir comment ça marche en fait en arrière. Donc, WebRTC, si on descend un petit peu et qu'on regarde qu'est-ce que ça l'offre trois choses principales. La première chose, c'est d'aller chercher le data qu'on veut communiquer. Donc, on peut utiliser WebRTC, si on veut, juste pour cette partie-là de WebRTC. Donc, on peut faire une application super complexe juste en allant chercher le média avec une fonction. Vous allez voir, il y a du pseudocode dans ma présentation, mais un genre de Get User Media sur le browser. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça va chercher un stream d'informations. Là, il y a
il y a plein de mots. Dernière présentation, on va y aller un peu quick, mais c'est de l'information qui est présente sous forme de stream, que ce soit de l'audio ou du vidéo. On peut enhancer ça en mettant des contraintes de résolution, des contraintes de framerate. Puis, ce que ça donne un flux vidéo, un flux audio qu'on peut prendre. Donc, avec ça, avec WebRTC, tu peux te faire une petite application pour prendre des photos locales sur ton browser. Puis, tu sais, plein de features vraiment cool comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres choses dans WebRTC aussi pour rendre ça un petit peu plus le fun. Parce que si on parle de real-time communication, si tu fais juste getter le média localement, on ne va pas vraiment loin. Donc, deuxième grosse partie de WebRTC que j'aimerais parler, c'est la peer connection. Puis, quand quelqu'un dit qu'il travaille en WebRTC, souvent, c'est plus dans la peer connection que dans aller chercher le média qu'on fait des efforts et qu'on fait du travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Heureusement, pour les développeurs, c'est assez simplifié. Fait que l'usage de base de la peer connection, c'est assez facile à utiliser. Vous allez voir, j'ai quand même quelques lignes de pseudocode, puis on est capable d'avoir un échange d'informations. Ce qui se complexifie en WebRTC, c'est l'usage comme enterprise grade, quand on veut avoir une peer connection stable avec des processus pour pallier au changement de network, puis à ces choses-là. On va voir ça un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, la peer connection, ce qu'elle fait vraiment beaucoup de stock. Elle fait du processing de signal. C'est elle qui établit le codec. En fait, qui utilise le codec. La peer connection, c'est là que tu vas avoir tout ce qui est network qui va arriver entre tes browsers. Des concerns de sécurité, les concerns de bandwidth, tout ça, ça se trouve dans la peer connection. L'autre morceau qui est utilisé, mais très, très près de la peer connection, c'est la session description, communément appelé un SDP. Ce SDP-là, dans le fond, c'est comme une description de t'es qui, toi, comment est-ce qu'on te rejoint avec le network, quel codec est-ce que tu es capable de parler pour être capable d'établir une connexion entre deux browsers, par exemple, ou dans notre use case plus spécifique à nous, qui est un téléphone mobile et une plateforme sur laquelle il va y avoir une connexion. Donc, c'est une connexion peer-to-peer dans RTC Peer Connection, mais ce n'est pas nécessairement browser-to-browser. Ça peut être browser à un serveur. Le serveur peut être considéré comme un peer dans cette connexion-là. Je vous avertis tout de suite, la session description, c'est un peu lettre. Ça fait mal aux yeux un peu quand tu n'es pas habitué. C'est pas du JSON moderne. C'est une des complaints les plus grosses sur WebRTC. C'est genre SDP, c'est un peu ordinaire comme standard. Fait qu'il y a des M-lines là-dedans. Puis normalement, quand tu lis ça, tu es capable d'avoir toute l'information, comme on disait, les clés de sécurité, le réseau, l'information sur le réseau, l'information sur le codec, etc. Donc, on va faire un petit exercice ensemble. On va établir une connexion entre deux peers. Imaginez des peers comme étant mon browser et un peer qui peut être un browser ou un serveur ou peu importe. Donc, on commence. On get notre user media. Donc, on peut afficher déjà sur l'application la webcam de l'utilisateur. Ensuite, on va créer notre peer connection. Notre peer connection, on va lui passer le media qu'on veut qui échange avec un autre pair. Ensuite, on prend l'espèce de paquet de trucs un peu qu'on ne veut pas trop lire avec toute l'info sur le network, toute l'info qui est importante en fait est là-dedans. Puis là, notre RTC Peer Connection de notre côté est comme faite. Le problème avec ça, c'est qu'il faut être capable de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et le signaling que j'ai mis en rouge ici, ce n'est pas inclus dans le standard de WebRTC, donc tu peux faire ça un peu comme tu veux. Fait que c'est free for all, tu peux prendre un WebSocket, tu peux te faire un API, tu peux faire vraiment plein de choses. Donc, il n'y a rien de spécifié par rapport au mécanisme et au protocole utilisé. Donc, ça peut être, tu peux décider en téléphonie, le SIP, c'est bien à mode, tu peux faire du SIP, mais tu peux faire du H323, tu peux faire ça custom, tu peux faire vraiment ce que tu veux là-dessus. À quoi ça ressemble, c'est qu'on envoie de l'info à un nuage qui représente le cloud, puis là, ça se ramasse jusque chez Bob, dans notre cas, à qui on aimerait ça envoyer l'information. Donc, notre peer connection, le SDP, est envoyé à Bob.
Bob crée sa peer connection et il va setter une remote description comme étant ce que nous, on y a envoyé. Ensuite, il va faire le même exercice que nous, on a fait dans le processus d'une réponse qu'on veut envoyer à Will, dans ce cas-là. Donc, il crée son SDP de son côté en disant, ben moi, c'est ça que je suis capable de parler, puis c'est comme ça que tu vas arriver à me rejoindre. Et il va réutiliser encore une fois le signaling custom pour envoyer ça à Will. Will ramasse ça, met ça dans sa peer connection, et là, c'est là que la magie arrive et qu'on a du data qui arrive à passer d'un peer à l'autre. Souvent, quand quelqu'un gosse un peu avec WebRTC, il va sur webrtcexamples.com, puis en 3 secondes, tu as du data qui flow de ton browser local à ton browser local. Donc, c'est comme le scénario le plus facile. La raison pourquoi c'est un tout petit peu plus complexe que ça, c'est que Internet, ça date un peu. Fait que ça a commencé avec un nombre limité d'adresses. On est arrivé très rapidement à un nombre maximal d'adresses. On a dû faire du NAT, donc interfacer plusieurs usagers derrière un routeur, par exemple. Donc, on n'avait pas des adresses publiques pour tout le monde. Ce qui fait en sorte que ça complexifie la communication peer-to-peer. Parce que dans le fond, ce que j'ai envoyé dans mon SDP à l'autre personne, ce n'est pas une adresse publique nécessairement. Donc, il y a des mécanismes en place pour arriver à être capable d'envoyer une adresse qui fait du sens pour être capable d'établir la connexion. Donc, ça ressemble à ça, 2 peers interfacés par un NAT. Premier mécanisme, Stun Server. Stun Server, dans le fond, c'est un buzzword. La description est là. Ce qu'il faut se rappeler, Stun, c'est cheap. Tout ce que ça fait, c'est être capable d'aller dire c'est quoi ta vraie adresse IP à toi. Parce que si tu ne demandes pas un serveur externe, tu n'es pas capable de savoir c'est quoi ton adresse. Donc, on demande un serveur, puis sa seule job à ce serveur-là, c'est de te donner comment est-ce que, d'où tu m'as appelé en fait. Puis là, tu es capable de savoir la question qui tue, what's my IP? Tu l'amènes dans ton stun, tu l'envoies de l'autre bord, l'autre personne fait la même chose. Donc, ça donne un schéma qui ressemble plus à ça quand les gens sont derrière des NAT. Ça fonctionne super bien quand tu veux faire ça avec ton ami. Fait que, vous êtes chacun chez vous, puis vous voulez envoyer votre flux de webcam. Fait que ça marche super bien. Le problème avec ça, c'est que quand tu as un enterprise grade product, puis que les gens sont derrière des routeurs un petit peu plus safe que ceux que tu as chez vous, ou ceux chez tes parents, ou whatever, des fois, il y a des choses de bloquer ces routeurs, puis le data est plus compliqué un petit peu à envoyer, puis juste savoir l'adresse IP, ça ne fonctionne pas pour établir la peer connection. Donc, on est encore un petit peu dans un monde de licorne. Il y a une autre solution qui est arrivée qui s'appelle Turn. Donc, Turn, c'est comme un peu le stun, mais qui coûte cher. Fait que c'est pour ça qu'on dit enterprise grade, parce que ça ne tente pas nécessairement d'avoir un stun serveur un turn server pour parler avec ton ami. Donc, ça coûte cher. Puis la grosse différence avec le turn server, c'est qu'il maintient les connexions, des peer connections sur le turn server aussi. Ça l'aide, c'est un schéma qui ressemble à ça, mais un turn server, il va avoir vraiment son utilité. Par exemple, quand toi, chez vous, tu es sur IPv4, puis ton ami est sur son téléphone mobile qui est Rogers, puis Rogers est IPv6 only. Fait que si tu n'as pas de turn server, ça va être un petit peu compliqué d'établir une peer connection entre toi et ton ami. Fait que c'est là que le turn server vient utile. Puis pour pas trop que ça coûte cher, ben, on fait une danse entre les deux. Puis c'est ce qui permet de faire la ICE Peer Connection. Fait que c'est le protocole ICE qui va essayer de te rejoindre avec une adresse publique. Si ça ne marche pas, il fait stun. Si ça ne marche pas, il fait turn. Quelques pitfalls quand même. Je vais rapidement, il me reste 15 secondes. Donc, juste des trucs un peu drôles. Il y a plein d'optimisations dans WebRTC qui font en sorte que tu consommes plus de data si tu bouges dans ta webcam. Fait que WebRTC est quand même assez intelligent pour ne pas envoyer toutes les frames si les images n'ont pas changé. Puis là, je prends 3 secondes de plus. Juste parler un petit peu d'architecture. Quand vous utilisez un tool comme AppearIn gratuit, qui est freemium,
souvent, c'est une architecture comme ça qui va être faite. Ça va être gratuit jusqu'à 4 users. Ça fait un peu roter les ordis. Ton fan, il part, puis tout. Mais tu reçois le data, puis tu envoies le data à tout le monde. Puis ensuite, pour avoir des conferencing rooms plus grandes, ils te demandent de payer. Right? Pourquoi est-ce qu'ils nous demandent de payer? Ils ne pourraient pas me demander de payer puis de faire une espèce de élire quelqu'un qui a une meilleure machine puis le supporter jusqu'à 6 personnes. Oui, ça marche, mais si tu veux un produit qui supporte, mettons, jusqu'à 256 personnes, on va utiliser quelque chose qui s'appelle un MCU. Fait que c'est de l'infrastructure pour gérer c'est du multi-point conferencing unit. C'est du hardware spécifiquement fait pour la vidéoconférence. Ça coûte cher, puis c'est pour ça que souvent il y a des frais associés à avoir accès à des plus grosses rooms. Parce que techniquement, sinon, le peer-to-peer, ça permettrait de ne pas avoir besoin de jamais payer. Mais je pense que le point à retenir, c'est que on dit WebRTC, c'est du peer-to-peer, mais finalement, il y a pas mal tout le temps un serveur involved derrière ça, puis ça dépend à quel point. Des fois, c'est juste dans la résolution pour établir la peer connection, mais des fois, tout le data est envoyé quand même vers un multi-point conferencing unit. Fait que c'est ça. C'est à peu près tout ce que j'avais. Fait que j'avais du temps pour les questions, mais on manque de temps. On a encore 2 minutes. Si quelqu'un a des questions. Quand tu parles de turn, dans le fond, c'est juste ton MCU, c'est juste un proxy entre les deux machines? Ou ben non, c'est un. J'essaie de voir c'est quoi l'implémentation. Dans le fond, un turn, tu peux avoir un turn server puis avoir juste 2 personnes. Le turn server, il va vraiment être utile quand tu n'es pas capable d'établir la peer connection. Donc, on essaie adresse IP public à public, ça ne fonctionne pas. On demande what's my IP sur un stun server, ça ne fonctionne pas. On demande au turn de maintenir une connexion, puis là, on va être capable de se parler pour de vrai. Puis ça, c'est juste pour chaque personne. Fait que si tu n'es pas configuré avec un multi-conferencing unit, tout le monde va être connecté au turn server. C'est des connexions qui coûtent cher. Donc, c'est différent. Mais si ton turn est bien configuré, en fait, il agit comme un stun aussi. Fait que normalement, ton turn, c'est ton stun en même temps. Oui. Oui. Exact. Je veux savoir si tu n'aurais pas pu avoir un setup de genre multicast à la place de passer par un MCU, puis ça aurait donné le même setup finalement. Là. Par multicast, tu veux dire? Ben, au lieu d'avoir un MCU, juste avoir des endpoints multicast entre tes peers. Oui. Ça aurait été équivalent, puis ça n'aurait pas coûté cher. Ça l'augmente en complexité quand même avec ce que WebRTC offre par défaut. Mais ce qui est possible de faire aussi, c'est des fois, ça peut être de jouer avec qui envoie quoi, qui reçoit quoi. Puis des fois, tu peux propager un peu l'information aussi. La grosse différence, je dirais, entre le use case meeting, conferencing, puis VoIP versus du streaming, c'est que tu veux que ça soit real-time. Fait que des fois, naviguer d'un peer à l'autre versus aller directement au MCU, des fois, la latence va être différente. Fait que je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Un peu. Un peu? Fait que, puis, ouais. Oui. J'en avais une deuxième. Ouais. On peut-se servir de ça pour avoir, exemple, un web player de caméra en RTSP ou il faut vraiment faire tout le layer RTSP nous autres mêmes par-dessus, puis on peut se servir de ça après? Tu peux faire du data streaming. Fait que si tu veux un player, tu peux le faire avec WebRTC. Tu peux faire pour du data comme un player de musique ou de vidéo, mais tu peux aussi, ce que je n'ai pas parlé, c'est les data channels. Tu peux aussi faire un chat avec WebRTC. Tu pourrais faire un jeu peer-to-peer techniquement. Si on pense à Agora.io, des jeux comme ça, que tu n'as pas nécessairement besoin d'un serveur, mais que tu veux un state qui est propagé entre des peers, tu peux faire ça avec WebRTC. Fait que c'est des use cases qui sont super intéressants, qui sont relativement low cost quand tu veux faire, mettons, un jeu ou tu veux faire un player comme ça. Fait que tu peux streamer du data. Puis si pour toi, le real-time n'est pas super important, bien là, peut-être que le multicast ou une propagation vers des clients en pyramidal est peut-être un use case qui fait plus de sens. C'est un use case que tu peux ajouter WebRTC dans Netflix, par exemple. Puis si tu as un show comme Martin Matt qui vient de sortir dans Netflix, puis que là, tout le monde au Québec l'écoute, ben, en plus d'aller chercher chez les serveurs de Netflix, tu peux aussi faire du genre de torrent entre les devices. Là. Fait que tu peux propager de l'information entre les users qui écoutent. Puis si dans ton network, tu as plein de monde qui écoute la même chose, ça peut être avantageux d'introduire WebRTC là-dedans.
Ouais, ben, Un, deux. Oui, moi, c'est assez simple. Ce que je veux savoir, c'est quoi les codecs actuellement qui sont plus utilisés au niveau audio puis vidéo? Audio, c'est sans équivoque Opus. Il a comme tout mangé le marché du fait qu'il est gratuit. Au niveau vidéo, par cœur, je ne veux pas me tromper parce que présentement, ce n'est pas la même réponse que comme il y a un an. Fait que moi, ce que je t'encourage de faire, c'est d'aller sur Alliance for Open Media, puis tu vas voir le vrai nom, puis tu ne te tromperas pas. C'est celui qui est gratuit, puis qui est le fun à utiliser, dans le fond. Fait que si tu t'intéresses vraiment, puis là, je ne veux pas dire de conneries, mais Alliance for Open Media, c'est tout là que les codecs sont gratuits. C'est tous les big shots, là. Fait que Netflix travaille en collaboration avec tout, dans le fond, les produits qu'on a montrés. Le monde se met ensemble, puis font un codec que tout le monde peut utiliser, au lieu que chacun ait sa source secrète un peu. Donc, vous en supportez combien environ, juste au niveau vidéo? Au niveau audio, on utilise Opus partout. Niveau vidéo, je crois qu'on en supporte 2 ou 3. Puis là, il y a des fallbacks. Ce qui est plus intéressant, nous, dans le dossier de GoToMeeting, ça fait comme 12 ans que ça existe. Fait que WebRTC, je ne sais pas si vous avez fait les calculs, ça ne fonctionne pas. Fait que nous autres, on avait des technologies avant WebRTC pour faire des meetings et des choses comme ça. Plus précisément, au niveau du screen sharing, il y avait des trucs un peu épouvantables qui se faisaient avec des canevas dans le web pour juste envoyer des morceaux d'images puis les reconstruire. Fait que je sais que ça ne répond pas exactement à ta question, mais si tu veux qu'on s'en jase tantôt, là, il y a vraiment une progression un peu dans le monde du vidéo. Ça converge vers WebRTC. Par exemple, Zoom, il y a des gens qui connaissent Zoom, mais Zoom n'utilisait pas WebRTC il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il fallait que tu downloades un petit plugin dans le browser, mais ils utilisaient WebRTC pour aller chercher le média. Fait que, comme on parlait, la première étape de WebRTC, aller chercher le média, puis ensuite, ils envoyaient ça par WebSocket avec leur plugin custom.